vous avez pu apprécier l'exposition et les portraits en couleur que l'IFT vous a présenté cet après-midi. Nous allons enchaîner tout de suite avec notre galerie de portraits de femmes exceptionnelles dont nous allons écouter, partager le parcours, le vécu, certains témoignages. Et donc, nous allons commencer tout de suite avec professeur Mejda Chaour, qui est docteur en médecine, chef de service donc, de psychiatrie à l'hôpital Razi, simplement pour faire le tour, pour que vous puissiez suivre. Puis nous allons écouter Semia Chafi et Aziza Moussa. Alors nous avons une vidéo à vous montrer. Donc techniquement, pour simplifier un peu la vie des amis techniciens qui nous accompagnent, nous allons respecter le conducteur. Nous allons regarder une vidéo tout de suite. Nous allons la lancer. Bonjour. Permettez-moi tout d'abord de remercier l'Institut français en Tunisie, également l'ambassade de France en Tunisie pour l'invitation de tables qui vont porter témoignage en fait des femmes qui occupaient en fait des métiers ou bien des postes exceptionnels, atypiques, qui sortent un peu de l'ordinaire. Maintenant, je vais vous parler en quelques lignes de mon parcours professionnel. Alors, j'ai commencé ma carrière en 2014 en ma qualité d'instructeur en sûreté de l'aviation civile, juste après l'obtention de mon certificat d'instructeur de l'ENAC de Toulouse, de l'École nationale de l'aviation civile de Toulouse. Et j'ai pu acquérir en fait des connaissances, ou bien j'ai pu maîtriser la réglementation européenne en termes de sûreté de l'aviation civile. Voilà. Et par la suite, en fait, j'ai pu aussi suivre en parallèle mes études en droit privé. Et ici en Tunisie, en fait, j'ai occupé le poste de responsable de formation, bien de responsable pédagogique au sein de notre centre régional de l'OACI, qui offre en fait une vaste package de formation en sûreté de l'aviation civile. Maintenant, je vais m'arrêter un peu pour introduire en fait l'OACI. L'OACI, c'est une organisation internationale de l'aviation civile qui siège actuellement au Canada, Montréal, créée en 1944 pour établir le cadre réglementaire international permettant à l'industrie aéronautique d'opérer dans un environnement sûr et sécuritaire. Au cours de ces dernières années, j'ai pu acquérir en fait une expérience managériale, également approfondir en fait mes connaissances en termes d'ASEC, d'Aviation Security, voilà, et surtout en fait que je suis instructeur certifié OACI, qui est un instructeur international qui assure en fait des missions de l'OACI, de cette organisation spécialisée aux Nations Unies, pour aider en fait les États contractants à promouvoir en fait la sûreté dans la région et partout aussi dans le monde. Maintenant, je vais vous parler d'une date clé qui a marqué en fait mon parcours professionnel, décembre 2017. L'ASTC Tunis, en fait l'Aviation Security Training Center, accrédité de cette organisation internationale qui est une agence spécialisée des Nations Unies, m'a désignée comme directrice de ce centre-là, voilà, de l'ASTC Tunis. En fait, et ma mission est de s'occuper de tout ce qui est gestion
de tout ce qui est tâches managériales, également de l'administration, et assurer la coordination avec l'OACI et surtout avec le bureau régional de cette organisation qui siège à Paris, voilà, le bureau Europe et Atlantique Nord. Je vous remercie pour votre attention et au plaisir de vous voir très prochainement. C'était vous. Bonjour Aziza Sodir, donc directrice de l'Académie de formation à la sécurité de l'aviation. Il marche? Oui. Bonsoir tout le monde. Je suis Aziza Sodir, la directrice du centre ISTC Tunis. En fait, c'est un centre de formation chargé pour dispenser des formations en sûreté de l'aviation civile. Et ici, je corrige, pas la sécurité, mais la sûreté, parce que dans l'industrie, oui, je vais en fait vous définir en fait qu'est-ce que la sûreté et qu'est-ce que la sécurité, parce qu'en aviation civile, ils sont deux termes différents. La sûreté, en fait, c'est la protection de l'industrie aéronautique contre tout acte d'intervention illicite. Et les actes d'intervention illicite peuvent être causés par les terroristes ou bien par les criminels. En d'autres termes, c'est un acte volontaire, voilà. Mais par contre, la sécurité, c'est un terme différent qui vise vraiment à établir les mesures, on va dire, curatives, vraiment, et c'est lié à des actes involontaires, comme par exemple les pannes techniques, voilà, comme des troubles de météo qui peuvent être causés, vraiment, c'est loin vraiment on va dire, à l'intervention humaine, et c'est un acte involontaire, voilà. Donc la sûreté, c'est un sabotage intentionnel. Intentionnel, oui. La sécurité, donc c'est plutôt une panne technique. Une panne technique, c'est involontaire, voilà. Très bien, voilà, on a compris la distinction. Pour faire tout ça, vous avez commencé à 5 ans. Moi, je la regarde depuis tout à l'heure, je me dis, elle est tellement jeune. J'ai commencé à l'âge de 18 ans, juste après mon bac, en fait. Et j'ai pu fréquenter l'École nationale de l'aviation civile de Toulouse pour vraiment faire la formation d'instructeur en sûreté de l'aviation civile pendant 3 ans. Et ici, ce qui est un peu spécial, en fait, dans mon parcours, je vais dire, académique, que j'ai pu suivre les deux formations en parallèle. La formation en sûreté de l'aviation civile, qui est liée à l'aviation civile, et mes études en droit en Tunisie, et je l'ai suivie à distance en fait. Et je fais le va-et-vient entre Toulouse et Tunis, juste Tunis pour passer mes examens à distance, voilà. D'accord, oui. Très bien. Et c'est un métier où on voit beaucoup de femmes? Le métier que vous exercez? Non. Pas tellement. Hein, pas tellement, on ne voit pas beaucoup de femmes, même parce que je vais ouvrir des petites parenthèses. La Tunisie, en termes d'aviation civile, n'est pas en sûreté. En fait, on dépend, ou bien notre autorité compétente de l'État de l'aviation civile dépend du bureau régional en fait, de Paris, appelé l'Euronet, Europe Nord-Atlantique, voilà. Pour nous aider vraiment à mettre en œuvre les normes et pratiques recommandées dans le cadre de l'aviation civile. Et même en Europe, dans cette région-là, on ne trouve pas beaucoup de femmes qui exercent en fait des métiers liés à l'aviation, à la sûreté de l'aviation civile. C'est un choix qui répond à une passion, une vocation dès le départ. Comment ça s'est passé? C'est un choix, oui. Bah écoutez, merci beaucoup pour ce témoignage. C'était Aziza Sodir. Merci beaucoup de l'applaudir. Merci Aziza. Nous allons passer à Madame Salwa Fiali, gouverneure de Nabeul. À vous la parole. Ça marche? Bonsoir tout le monde. Merci pour l'Institut français de cette invitation et ainsi que l'ambassade de France. On a eu l'occasion de rencontrer pas mal des présentes. Je suis gouverneure de Nabeul aujourd'hui. J'ai été gouverneure de l'Ariana avant. Et c'est un métier, je suis la seule gouverneure. Je ne peux pas parler si c'est un métier de femme ou d'homme.
pour moi, le métier, il n'y a pas de métier pour hommes et de métier pour femmes. Il y a des prédispositions. Il y a peut-être un hasard aussi. J'ai été la première femme à intégrer la PIA en 84 parce qu'on était, bon, j'ai fait un parcours d'agronome. Je suis ingénieur agronome. On était très peu de filles, Madame Kanou peut vous le dire. Dans les années 80, on était très peu de femmes, de filles étudiantes à l'Institut national d'agronomie de Tunis. Donc, c'était la denrée rare et j'étais la première ingénieure à la PIA. La première femme ingénieure à la PIA parce que à cette époque, les filles choisissaient le métier de chercheur, académique, de labo. Et moi, j'ai choisi d'être une femme de terrain. En 80, plusieurs années plus tard, j'étais nommée première femme commissaire régionale de développement agricole à Tunis en 2008. C'est aussi un hasard peut-être. En 2016, on m'a proposé de me nommer femme, de me nommer gouverneur à Zagouan. Après, j'ai été nommée Lariana, j'ai accepté. Le terrain ne me fait pas peur. J'ai toujours fait le terrain, mais le métier ou cette mission de gouverneur, elle est un peu particulière. C'est en même temps un travail très enrichissant. C'est un travail de proximité proprement dit. Mais aussi c'est un travail qui nous oblige à ne pas avoir de vie. Parce qu'on est sollicité de jour en jour. À 4 heures du matin, on peut être sur terrain. À 5 heures du soir, à 9 heures du soir, on peut être sur terrain. Donc, quand on a des enfants en bas âge, c'est un peu difficile. Moi, heureusement que les miens sont peut-être plus âgés que cette jeune dame. Donc, ma vie privée j'ai pas de contraintes familiales. Mon mari est très compréhensif. Mes enfants aussi qui sont mariés, qui ne vivent plus avec moi. Je peux rester plusieurs semaines à ne voir personne de ma famille, même de ma proche famille. J'ai vécu des moments très difficiles à l'occasion des inondations de septembre 2018. Je vous assure qu'on a vécu 6 jours dans le même bureau avec tous les responsables pour assurer les sauvetages, les équipements, les interventions sur terrain, le soutien moral, parce que j'ai dit au docteur nous aussi on a besoin de soutien. Mais les gens vous voient de l'autre côté. Vous n'avez besoin de rien de tout. Vous n'avez pas besoin de manger, vous n'avez pas besoin de dormir. Vous êtes obligé d'être là 24 sur 24, à soutenir tout le monde, à donner de l'aide à tout le monde, à être présent. Mais c'est un travail très enrichissant. Quoique on est très critiqué parce que je crois que j'ai reçu pas mal de critiques parce que je suis femme. Oui, on est doublement critiqué quand on est femme et quand on réussit dans les missions qui nous sont confiées. Et donc, bon, moi, heureusement que je ne suis pas très Facebook parce que je n'ai pas le temps. Je ne regarde pas la télé parce que je n'ai pas de temps. Donc, on me dit qu'il y a beaucoup de critiques sur toi. Je me dis, bon, ça passe. J'ai une mission à remplir. J'ai 800 000 habitants à Nabeul, à qui je dois assurer tout, l'électricité, l'eau potable, la sécurité. Et donc je ne vois plus ces critiques comme critiques, mais comme plutôt des réactions, parfois positives, parfois négatives, parfois anecdotiques aussi, parce qu'on invente toutes les histoires sur vous. Et là, mais tout rentré, c'est une mission très enrichissante. J'ai appris à connaître la population de près. J'ai appris à les aimer aussi en tant que mère de famille, parce que finalement, une femme, quand elle est responsable, elle est quelque part maternelle. Oui, donc exactement. Donc, on travaille avec le sentiment. Ça m'est arrivé de pleurer, quoique on est obligé de rester fort dans les moments les plus difficiles. Mais ça m'est arrivé d'échanger un peu les moments douloureux avec cette population.
population. Ça m'est arrivé aussi d'échanger beaucoup de bonheur avec ces gens qui réussissent tous. Et donc, je ne regrette pas d'avoir accepté d'être gouverneur. C'est une expérience très forte par moment. L'adrénaline, elle est toujours en os pendant les moments les plus faciles ou les plus difficiles. Par contre, il y a un métier, un corps qui est très masculin et qui me soutient énormément, c'est le corps sécuritaire. C'est la sécurité, la garde nationale, la sécurité, la protection civile. Et c'est particulièrement, je suis leur protégée. Et c'est vrai, je suis leur chef hiérarchique, mais je sens qu'ils me protègent. Et c'est, comment vous dire, c'est très... il y a beaucoup d'émotions dans notre travail. On se réconforte les uns les autres parce que nous vivons des moments très difficiles. Tous les crimes qui passent, c'est nous qui recevons la première information. Tous les accidents, c'est nous qui recevons l'information. On est obligé parfois de la passer aux familles. Donc il faut avoir beaucoup de force, beaucoup de sang-froid, beaucoup de sentiments aussi. Ce n'est pas un travail qui est là dans lequel nous travaillons sans sentiment. Au contraire, si on n'a pas de sentiment, on ne peut pas réussir. Et je crois que cet amour pour l'autre, cet altruisme qui aide. Et moi, j'ai toujours été une femme de terrain. Je connais la Tunisie profonde. Et donc, ce n'est pas nouveau pour moi. J'invite les femmes à accepter si jamais. Je crois que souvent les femmes qui refusent d'être nommées gouverneur parce que c'est un métier, c'est une mission, c'est pas un métier, c'est une mission qui est difficile, ok, mais qui vous apprend énormément. Et je remercie toutes les femmes, bouchères, menuisières, chauffeurs de taxi, et c'est un combat. Parce que maintenant, et je finis par ça, le combat de la femme, on n'a pas tout, hein. Il ne faut pas dormir sur les oreilles et on est émancipé, on a la liberté, non. Non, je crois qu'il y a certains mouvements obscurantistes qui essaient quelque part, de nous tirer. Donc, il faut rester vigilante, continuer ce combat, vivre la femme tunisienne finalement, parce que la femme tunisienne, elle a toujours été dans les premières lignes. Je vous rappelle le contrat kérouanais qui a aboli la polygamie, et c'était en 1800, donc la force de la femme, elle a participé dans les mouvements politiques, les mouvements de lutte contre la colonisation. La première femme médecin, c'est une femme. Dans le monde arabo-musulman, c'est une femme tunisienne. La première femme aussi pilote dans le monde arabo-musulman. Nous n'avons pas en Tunisie de problème d'émancipation, mais il faut avoir l'œil ouvert pour que nos filles vivent ce que nous avons vécu, nous, parce que nous avons vécu les meilleurs moments, la belle époque après l'indépendance. Même avant l'indépendance, la femme était très émancipée. Maintenant, il faut rester vigilante pour continuer et résister contre ces mouvements obscurantistes, quoique pas très nombreux, mais quand même, il faut vivre pleinement cette indépendance, cette autonomie, cette force de faire et de changer un peu les mentalités. Merci beaucoup. Madame Salor Diaby, gouverneure du Navel, pour cette instante vérité. Ce n'est pas parce qu'on est capable d'empathie qu'on n'est pas aussi forte que les autres. Voilà, exactement. Nous passons à Madame Semia Chef, directrice générale de la valorisation de la recherche au sein du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Vous m'entendez? C'est bon? Ah oui. Moi, c'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui, de vous parler un peu de mon parcours. Donc, je suis d'abord physicienne. Et oui, physique quantique, c'est vrai que j'étais venue vous parler d'une conférence que j'avais organisée, effectivement. Alors, oui, j'ai commencé... je voudrais juste parler un peu des années lycée, où j'ai été dans une association qui s'appelle l'association Jeunes Sciences, dans un club d'astronomie.
Et j'ai vraiment découvert la science en fait par ce club. Et c'est aujourd'hui justement c'est un petit appel pour ces associations, ces sociétés savantes qui ont des dizaines, une trentaine d'années ou plus, qui sont les associations, les vraies associations de la société civile. Je dis les vraies, enfin elles ont vraiment un rôle très important parce qu'elles accompagnent les jeunes vers vraiment la méthodologie scientifique, l'ouverture, la créativité, la curiosité. Et moi, ça m'a vraiment nourri et ça m'a donné envie de faire de la science en tout cas. Donc je ne savais pas trop ce que j'allais faire plus tard parce que j'étais très bonne en mathématiques. J'ai d'ailleurs participé aux Olympiades internationales de mathématiques. Donc, bon, j'étais toujours parmi les meilleurs de ma classe. Il y a une année où j'ai eu 20 sur 20 de moyenne en mathématiques. Donc après, je ne savais plus trop, j'aimais tellement l'astronomie, les maths, je ne savais pas ce que j'allais faire vraiment, mais j'ai eu la chance l'année du bac d'être sélectionnée pour faire une prépa en France. Et donc c'était un grand choix, est-ce que j'allais faire un métier d'ingénieur ou bien un métier de chercheur, de scientifique. Et finalement, j'ai renoncé à cette bourse et j'ai choisi d'aller à la faculté des sciences de Tunis pour faire un doc de maths physique. Donc voilà, c'était mon premier choix. Et puis après, j'aimais tellement les maths et la physique que je ne savais pas trop ce que j'allais choisir au bout de compte. Mais finalement, j'ai choisi, suite à ma passion pour l'astronomie, j'ai choisi physique. Et je suis donc partie après un doc pour faire un magistère de physique à Orsay, à l'université Paris-Sud. Et puis ensuite, j'ai fait un doctorat en physique. Et j'ai choisi de rentrer, même si j'avais l'opportunité de faire des post-docs aux États-Unis, mais j'avais envie de retourner à ma fac et d'entamer ma carrière de chercheur. Donc j'ai été recrutée assistante, maître assistante, ensuite j'ai fait mon habilitation, je suis passée maître de conférence à l'âge de 36 ans et professeur d'enseignement supérieur à l'âge de 41 ans. Voilà, donc et puis après ça, j'ai mis en place, j'ai monté un groupe de physique sur les supraconducteurs, qui était donc ma spécialité. Donc c'est, je peux dire, l'un des premiers groupes de physique théorique sur les supraconducteurs qui était à l'époque très très en vogue et qui constituait vraiment une des grandes perspectives de physique de la matière condensée. Et en 2015, j'ai pris la direction du laboratoire de physique de la matière condensée. Et voilà, donc alors ce laboratoire, je voudrais juste en parler un petit peu parce que c'est un laboratoire avec 90% de femmes extraordinaires. On ne s'est pas choisi, hein, c'est par hasard. Bon, les statistiques, il y a 55% de femmes chercheurs en Tunisie, mais bon, le hasard a fait qu'on était la majorité des femmes. Il y avait 4 groupes au sein du laboratoire et les 4 groupes étaient dirigés par 4 femmes. Donc à l'époque, on avait un directeur qui était un homme et là maintenant, la directrice aussi du laboratoire est une femme. Donc quand je rencontrais mes collègues étrangers, ils me disaient mais quoi, vous êtes un groupe de féministes physiciennes ou quoi? Je dis non, on n'est pas un groupe non, c'est le hasard qui a fait que bon, on est un groupe de femmes, mais ces femmes sont vraiment extraordinaires, tout aussi pertinentes les unes que les autres. Et quand on allait dans les congrès internationaux, on était souvent la seule femme et africaine, femme arabe et africaine en fait. Donc je dois dire que je ne sais pas la seule spécialité, c'est fréquent dans d'autres spécialités aussi. Je sais que la femme tunisienne, la femme chercheur tunisienne est excellente et elle excelle dans les congrès internationaux où souvent elle fait partie des profils vraiment qui représentent l'Afrique et les pays arabes. Voilà, donc alors après ça, j'étais aussi présidente de la Société tunisienne de physique, qui est aussi une société savante, l'une des plus anciennes sociétés savantes de la Tunisie. Et j'ai eu ce parcours-là avec le milieu associatif est pour moi très important parce qu'il est très enrichissant et on apprend vraiment d'autres choses, d'autres contacts, d'autres activités. Organiser un congrès international et j'étais allée à l'RTCI pour présenter ce congrès. C'est vraiment un challenge d'inviter des scientifiques du monde entier qui viennent pour la première fois dans le continent africain. Et j'ai invité la présidente de l'association américaine de physique, l'American Physical Society, qui venait pour la première fois en Afrique et qui était impressionnée par la Tunisie. Donc elle n'avait aucune idée de ce que pouvait être la Tunisie et la femme tunisienne.
Donc là aussi, ils étaient impressionnés par le nombre de femmes dans le comité d'organisation, le nombre de femmes qui avaient des présentations orales et des posters, etc. Voilà. Donc suite après ça, j'ai été sollicitée par le ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, Slim Khalbous, pour prendre la direction de la recherche, de la valorisation de la recherche. Et je dois dire au début que j'étais un peu... je me suis dit, est-ce que j'accepte ou pas? Parce que je suis physicienne théoricienne. Et on me demandait d'aller dans la direction générale de valorisation de la recherche. C'était plutôt quelque chose de... Enfin, il fallait vraiment travailler sur l'appliqué, sur les applications de la science, etc. J'ai accepté ce challenge et c'était vraiment passionnant. Donc pendant 2 ans, plus de 2 ans, j'ai travaillé pour mettre en valeur justement les résultats de la recherche scientifique, essayer de pousser l'entrepreneuriat, de pousser ces chercheurs à aller plus vers le monde socio-économique pour convaincre les entreprises que les résultats de la recherche sont pertinents et qu'il y a vraiment un grand potentiel pour apporter de la valeur ajoutée, pour apporter une expertise qui est très utile pour les entreprises qui veulent faire de l'innovation. Et d'ailleurs, j'ai un peu utilisé mon métier d'enseignante. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire beaucoup de présentations auprès des chefs d'entreprise, auprès des chercheurs, parce qu'il faut faire bouger les lignes, il faut changer les mentalités des chercheurs pour qu'ils s'intéressent au monde socio-économique. Et il faut aussi parler aux entreprises pour leur dire, écoutez, il y a un manque à gagner énorme, vous devriez vous intéresser aux résultats de la recherche. Et là, vraiment, ça a été un grand plaisir pour moi de faire ce travail. Et là, il y a quelques jours, j'ai été sollicitée pour prendre une autre direction, qui est la direction générale de la recherche scientifique. Et merci, qui est une direction encore plus importante, parce que là, c'est vraiment... vous savez que la recherche scientifique supervise... En fait, on gère les 600 structures de recherche qui sont dans tous les domaines de la science. Et voilà, voilà un peu... mon parcours. Donc c'est passionnant, et puis c'est passionnant de faire, je crois, d'avoir l'opportunité de passer de l'autre côté, en fait, un peu de l'administration. Et voilà, je crois qu'aussi le parcours de chercheur, de professeur, quand on vit vraiment toutes ces difficultés qu'on a en tant que chercheur enseignant et en tant que aussi acteur de la société civile, parce que justement, quand on s'intéresse à tous ces côtés liés à le partage de la science, de tout cet environnement-là qui doit être, en fait, peut-être en 2 mots, je pourrais dire que j'ai l'impression que la société, les médias n'ont pas du tout intégré, les scientifiques n'ont pas du tout intégré la parole du scientifique dans le domaine public, et les scientifiques sont assez absents de beaucoup de questions qui sont en fait des questions primordiales. Quand on s'intéresse à l'eau, à l'énergie, au développement durable, tout ça, les scientifiques ont beaucoup de solutions à proposer, et vraiment c'est très important de pouvoir faire les deux et de faire bouger les lignes, voilà, de part et d'autre. Merci beaucoup. Bonne continuation. Je sais que vous avez pris un avion à 6h du matin pour être à l'heure aujourd'hui. Merci beaucoup, cela nous touche beaucoup. Et puis nous allons terminer en beauté avec vous, docteur, donc Mejda Chouaoud, professeur, docteur en médecine. Vous êtes chef de service à l'hôpital de l'Asie, du service psychiatrie plus particulièrement. À vous la parole. Moi, je voudrais remercier l'Institut français en Tunisie de m'avoir invité à parler. Je ne me considère pas comme ayant un parcours exceptionnel, mais je me suis dit que c'est une occasion de parler un petit peu de mon parcours, parce que les gens ne savent pas ce que fait qu'un psychiatre universitaire, et comment la psychiatrie évolue, parce qu'elle évolue énormément, et les 25 dernières années ont connu beaucoup de bouleversements. Moi, je suis psychiatre depuis 26 ans, et quand j'ai eu mon doctorat, ma spécialité en psychiatrie, les choses, nos connaissances n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Il y a un domaine qui s'appelle les neurosciences,
qui est un domaine extraordinaire, qui a été développé ces dernières années avec beaucoup de découvertes sur le cerveau humain, sur les maladies psychiatriques, sur les maladies mentales et sur l'humain d'une façon générale, parce que nous, psychiatres, on touche à l'humain. Et c'est un travail très, très beau. J'ai préparé un petit diaporama que je vous présente. Je vais présenter debout, parce que nous, les médecins, on a l'habitude de présenter debout. Donc, je vais commencer par vous parler. Je dois avancer. L'autre bouton. Ah, l'autre. Voilà, très rapidement. Donc, je suis rentrée à la fac de médecine en 80, terminé mes études en 87. Là, quand je faisais ça, j'ai réalisé que ça fait longtemps. Hein. Donc, en 88, la thèse, les études de médecine sont très longues. La thèse, en 89 jusqu'à 93, le résidanat, l'examen de fin de spécialité, le concours d'assistante hospitalo-universitaire. Lorsque j'ai eu mon concours, j'étais l'unique assistante dans un service d'hospitalisation où on avait 80% des patients atteints de psychose, et c'est de cela que je vais parler un petit peu parce que c'est le message que je veux faire passer. Quand j'ai eu en 98 mon concours d'agrégation, j'ai été tout de suite nommée chef de service des consultations externes et des urgences. Et là, j'ai eu à connaître les patients ambulatoires et les débuts des psychoses. Parce que ces maladies graves qui touchent les jeunes commencent de deux façons. Ou de façon brutale, et c'est aux urgences, ou de façon beaucoup plus insidieuse, et on met beaucoup de temps à les diagnostiquer, alors que les dégâts sont énormes. Une façon très brutale, il y a des parents que j'avais vus qui ont leur fils était en terminale. C'est un cas qui se produit, mais moi qui m'avait marqué, était en terminale. Il sentait que ça ne se passait pas très bien depuis quelque temps, il s'isolait beaucoup, il n'était plus avec la famille, etc. Et un jour, il faisait de temps en temps l'école buissonnière, c'était pas dans ses habitudes, et un jour, il sort, et la famille, le père, est par la suite appelé par la police. Il dit de quoi il s'agit, est-ce que mon fils a eu un accident? Non, monsieur, votre fils a tué un vieil homme, un berger, qu'il ne connaissait pas du tout. Au fait, ce garçon c'était le début de la psychose, il était pris par un syndrome hallucinatoire, il lui disait qu'il fallait qu'il tue le diable. Il a commencé à marcher du Kram où il habitait jusqu'aux environs de Rawet. Il a rencontré un petit garçon qui était là. Le petit garçon a eu la chance de fuir parce qu'il a eu peur. Et puis il y avait un berger qui ne s'est pas du tout méfié de ce jeune homme qu'il ne connaissait pas du tout. Il arrive, il prend une énorme pierre et fracasse la tête de cet homme parce que les voix lui disaient de tuer ce diable qui était là. Voilà une entrée dans la psychose. Les parents, ça les a détruits. Ça a détruit en quelque sorte aussi sa vie. En 2007, j'ai eu le concours de professorat. Enfin, dernier concours en médecine, c'est le professorat. Et j'ai regagné, juste après, le service où j'étais, après le départ de mon chef de service. Et donc, les fonctions, quelles sont les fonctions d'un psychiatre? Bien sûr, c'est un travail clinique et thérapeutique, mais c'est aussi un encadrement, comme on est universitaire, une formation des étudiants en médecine, les externes, les internes, les résidents, mais aussi les psychologues, une activité expertale qui est parfois pénible parce qu'on fait beaucoup d'expertise pénale, les homicides, les délits graves, les viols, etc. Entre 2008 et 2018, j'ai été présidente de la commission d'assistance psychopédagogique de la faculté de médecine de Tunis, et là j'ai été très touchée parce qu'on voyait les dossiers, on a commencé à voir les dossiers, c'était Zarouch, le doyen, monsieur le doyen décédé, qui m'avait appelé à cette mission avec un autre collègue, et on voyait les dérogataires. Et on s'est rendu compte que les étudiants en médecine, parce que c'est des gens très brillants qui arrivaient avec 18 de moyenne, au bout de quelques années, certains décrochaient, et c'est la plupart du temps des maladies mentales.
Et ça aussi, je voulais le dire parmi les... Et ça a attiré mon attention. L'année dernière, j'ai arrêté parce que j'étais épuisée, même parce que de voir cette souffrance, c'est pénible. Entre 2015 et le mandat s'arrêtera en 2020, présidente du collège de psychiatrie et de pédopsychiatrie, et je m'occupe de la formation. Une activité également scientifique et de recherche, la direction de thèse, de mémoire, les communications, les conférences. J'ai une trentaine de publications dans des revues internationales. Parmi les travaux que j'ai faits, dont je suis assez fière, j'ai participé à l'enquête santé mentale en population générale avec l'OMS en 2005. C'est une étude qui comportait 2 volets. Un volet épidémiologique pour voir l'épidémiologie des troubles mentaux en population générale, et on s'est occupé du gouvernorat de l'Ariana et on avait trouvé des chiffres effrayants parce que c'était en population générale et c'était très bien fait d'un point de vue statistique, etc. Et on avait trouvé un taux en particulier de dépression. Déjà en 2005, les Tunisiens étaient très déprimés, un taux de dépression plus élevé que ce qu'on avait retrouvé dans les autres pays du monde, en dehors de l'Algérie qui nous ressemblait. Et donc, ça nous avait déjà interpellés. En 2018, j'étais très fière de participer avec mon équipe aux études cliniques et de terrain de la classification internationale des maladies de l'OMS qui va bientôt sortir cette année. Dans le volet psychiatrie, il y avait aussi le Liban, mais avec un moindre nombre de patients, le Caire qui n'a pas, l'Égypte qui n'a pas dépassé les 70 patients, et on a le président donc de l'OMS vous a félicité parce qu'on a fait 208 patients, on nous demandait de faire 200, les seuls autant que la Chine et l'Inde, alors qu'on n'a pas autant de demandes qui sont à des milliards. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur. C'est que les gens ne savent pas que les maladies mentales commencent surtout chez les jeunes, les maladies les plus graves. Et qu'il faut s'intéresser, s'il faut faire quelque chose, parce qu'il ne faut pas faire les choses quand c'est trop tard. C'est chez les jeunes qu'il faut faire ces choses. De par le monde, on sait que 25% des 15 à 25 ans connaissent des troubles psychiques d'intensité variable qui vont se traduire par des difficultés d'entrer dans l'âge adulte, études, travail, santé, et des maladies psychiques invalidantes. Il y a des signes d'alerte qui peuvent alerter les parents, les enseignants, les éducateurs, mais aussi les amis, le décrochage scolaire, le mal-être durable, les propos dévalorisants, la violence qu'on voit, que ce soit envers les autres ou envers soi, l'isolement et la rupture des liens familiaux. Qu'est-ce qu'on voit comme problème également à l'adolescence et au début de l'âge adulte? C'est les conduites addictives, et on en a beaucoup. L'addiction à l'alcool, l'addiction au tabac, l'addiction au cannabis qu'on banalise énormément mais qui est extrêmement délétère pour le cerveau, l'addiction au jeu, on voit de plus en plus des gens avec une addiction au jeu, des troubles anxieux, la schizophrénie, les troubles bipolaires. Et je ne vais pas être longue, mais je veux vous donner quelques chiffres sur ce qui se passe en Tunisie et sur ce... Regardez par exemple l'enquête nationale sur le suicide en Tunisie en 2015, que la tranche d'âge qui se suicide le plus, c'est la tranche d'âge, donc entre 20 et 39 ans, et même avant, entre 15 et 30 ans. Regardez la consommation d'alcool et de cannabis. Ça, ce sont des lycéens de 15 à 17 ans. J'essaye de faire travailler le pointeur pour vous montrer. Non, ça fait avancer. Non, le laser ne marche pas. Ça ne marche pas, le laser. Ça ne marche pas, le laser. Là, il ne marche pas. Donc, je reviens à l'alcool. Regardez que ce sont des tout petits, de jeunes adolescents entre 15 et 17 ans. La consommation d'alcool
Et regardez la consommation de cannabis, il faut savoir une chose, qu'il y a toujours une tendance à minimiser et à dire non, c'était une seule fois, alors que c'est beaucoup plus, etc. Et regardez ce qui est surprenant, c'est que cette consommation, où est-ce qu'il trouve ce cannabis? Il le trouve à l'intérieur de l'établissement scolaire, à proximité de l'établissement scolaire, dans les cafés, et parfois ceux qui vendent, ce sont les élèves qui procurent aux autres, et même on a trouvé dans l'enquête certains qui ont rapporté que ce sont des employés dans l'établissement. Donc c'est quelque chose qui est grave. Or le cannabis, c'est quelque chose d'extrêmement grave pour le cerveau. Je vais vous en parler très rapidement. Alors aujourd'hui, il faut comprendre, prévenir et intervenir. Parce que, comme je vous l'ai dit, les psychoses, c'est quelque chose d'horrible, c'est quelque chose de... Et donc, schizophrénie et troubles bipolaires commencent, malheureusement, chez l'adulte jeune et l'adolescent, et vont détruire toute sa vie. Pourquoi ils vont détruire sa vie s'ils ne sont pas traités tôt? Parce que c'est une phase de maturation cérébrale, c'est un cerveau qui est très sensible au stress et à l'environnement, et c'est une période où tout se joue, la scolarité, la profession, même l'engagement sentimental, etc. Mais c'est aussi les dépister à ce moment-là, c'est un moment d'opportunité pour faire un traitement préventif, pour mettre en place la prévention. Je rappelle ici juste que la schizophrénie, c'est une maladie qui va comporter des symptômes positifs, c'est le délire, les hallucinations, mais aussi des symptômes négatifs, c'est celui qui est replié sur lui, autistique, ne sort plus de sa chambre, ne se lave plus, etc. Des symptômes cognitifs, une atteinte des fonctions cérébrales supérieures, la mémoire, l'attention, la concentration, et on décline quand on est atteint de schizophrénie, et des troubles de l'humeur. Et ceci va bien sûr se répercuter sur la famille, sur la profession et sur tous ces éléments-là. Et ce n'est pas une pathologie qui est rare, c'est de partout dans le monde, c'est à peu près 1% de la population. Vous voyez que ce n'est pas donc rare. Et l'étiologie, bon, c'est une diapo compliquée, mais c'est pour dire que l'étiologie, c'est-à-dire la cause de cette maladie, on sait qu'elle est multifactorielle, qu'il y a plusieurs facteurs, qu'il y a des facteurs génétiques, qu'il y a tout ce qui est traumatisme dans la petite enfance, comme négligence, comme abus, même abus verbal. Les plus graves, c'est les abus sexuels dans les premières années de la vie, mais aussi les facteurs de stress environnementaux, familiaux, les séparations, l'utilisation du cannabis est également un facteur de risque qui peut entraîner cette transition psychotique sur un cerveau vulnérable, et c'est le début donc de la psychose. Voilà ce que nous voulons faire. Si on pense, ce chat, c'est un enfant qui était normal et qui va devenir schizophrène, comme vous le voyez sur les images. Il y a souvent des prodromes qui sont très très... Il a marché. Donc il y a des prodromes qu'il faut détecter. Il faut détecter les prodromes, c'est-à-dire les petits signes. Parce que quand on les détecte à ce moment-là, on peut intervenir et briser le cours évolutif de cette maladie. Sinon, au moins, intervenir très précocement lors du premier épisode psychotique pour éviter les rechutes, et toute rechute va détruire le cerveau. Donc nous, ce qu'on fait aujourd'hui, ce que nous avons développé dans le cerveau, dans le service, c'est une intervention précoce en psychose qu'on a mis en place avec mes 4 assistantes et mes 2 psychologues. Elle se fait un petit peu partout dans le monde, c'est-à-dire qu'au niveau de la population générale, il faut voir les jeunes qui viennent demander de l'aide pour un trouble du sommeil ou pour des difficultés scolaires parce qu'ils ont des troubles de la mémoire, etc. Et voir justement parmi ceux-là, faire des évaluations. Quand on fait les évaluations, vous voyez, ceux qui sont en rouge sont déjà malades, sont psychotiques. En blanc, ils n'ont rien du tout. En vert, ils ont d'autres problèmes psychiatriques.
les autres qui restent, et on va avoir ceux qui sont à haut risque. Ceux qui sont à haut risque, si on les suit correctement pendant 7 ans, on peut sauver totalement 14%. 50% auront des troubles, mais pas du tout de la même gravité, des dépressions, des choses, de l'anxiété. 21% auront des manifestations psychotiques, mais pourront vivre une vie, entre guillemets, normale. Et 25% uniquement feront la maladie. Donc nous, notre objectif, qu'est-ce qu'on fait? On fait beaucoup de conférences, de réunions informatives, éducatives avec les partenaires qui sont les médecins de première ligne, les médecins et les psychologues scolaires, les services d'assistance pédagogique, mais surtout avec les professeurs. On a fait aussi dans le cadre des clubs de santé que certains ont repris, on fait ça, et le public cible, c'est les adultes et les adultes jeunes et les adolescents. Il faut une prise en charge précoce pour rétablir la trajectoire de vie. Donc, on propose une évaluation psychiatrique, on évalue le risque suicidaire, parce que ces enfants-là, ces jeunes-là, à ce moment, sont très à risque de se suicider. On prend en charge les comorbidités addictives, et en particulier le cannabis. Je le répète à bon escient, parce que à force d'avoir des émissions qui banalisent l'utilisation du cannabis, on a l'impression que c'est une drogue douce, comme disent certains, et les gens consomment énormément. Or, c'est une des drogues les plus graves et les plus délétères pour le cerveau. Engager la famille dans le soin, la famille doit être omniprésente, faire des interventions psychosociales, des thérapies cognitives et comportementales, apprendre à ces jeunes qui sont vulnérables des programmes de techniques de gestion de stress, une aide à la motivation. Quand il y a un déclin cognitif, aujourd'hui on peut faire la remédiation cognitive, aider pour cela, de la psychoéducation, ce qui est très important, et un accompagnement pour préserver l'insertion familiale, sociale et professionnelle. Donc l'impact attendu, il est bon pour tout. On améliore, regardez, la courbe, s'il n'était pas malade, comment, mais quand on commence très très tôt, on peut essayer de rejoindre donc cette courbe d'évolution normale, action rapide, l'impact, quand on agit rapidement, ça impacte à long terme. Des programmes de détection et d'intervention précoce, on a montré que ça améliore la qualité. Ça améliore la qualité de vie et ça améliore les résultats. Il faut surtout aussi se prémunir de la stigmatisation. Par exemple, nous, on a des difficultés à partir du moment où on leur dit qu'il faut venir à Razi pour faire, c'est là où est mon service, pour faire le bilan cognitif et le bilan psychologique. Beaucoup de parents ont beaucoup de réticences. Il y a même on a eu certains adolescents qui sont venus sans dire aux parents où ça se passait, parce que les parents ne voulaient pas entendre parler de l'Asie, synonyme de folie, etc. Donc tout ceci pour permettre à ces jeunes de réintégrer leur trajectoire de vie. Et merci pour votre attention. Les early interventions, c'est pour donner à ces jeunes d'autres voies que la drogue, que la maladie mentale, que le chômage qui risque d'y être associé. Merci. Merci à vous, docteur. Merci à toutes ces dames, grandes dames, pour ces beaux témoignages. On a beaucoup appris ce soir grâce à vous. On a partagé du vécu, on a partagé des émotions, du savoir. Ce sont de vraies expertes. Et donc, elles ont énormément de choses à dire et à communiquer sur des sujets, comme vous l'avez vu, qui peuvent être très différents, très diversifiés. Merci à vous tous d'avoir été ici à l'IFT aujourd'hui pour partager cette journée du 5 mars. On a fêté les droits de la femme voilà, quelques jours avant les autres. Ça a été un rendez-vous un peu spécial, un peu particulier. On a essayé de faire les choses de façon un peu atypique pour aller au cœur des choses et pour révéler le vrai visage des femmes qu'on ne voit pas forcément ailleurs, qu'on ne met pas toujours en valeur, qui ne sont pas toujours sous les projecteurs, mais qui sont des choses aussi belles à dire, à raconter que les autres.
bonne fête, mesdames, et merci à l'IFT.